Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo qui va être un petit peu longue et merci d'avoir la patience d'écouter jusqu'au bout. Parce que bien sûr, comme à chaque fois, les informations les plus importantes sont toujours à la fin. Mais je pense que maintenant beaucoup de gens se rendent compte un petit peu de tout ce qui se passe, de toutes les anomalies, de ce qui va se faire dans peu de temps, parce que la guerre n'est pas terminée, elle commence seulement. Et il faut bien savoir que s'il y a deux factions dans le nouvel ordre mondial, dont l'une qui essaie de déclencher les choses tout de suite, alors que l'autre aurait préféré attendre encore un peu plus, il n'empêche que la guerre est bien déclarée et que malheureusement, notre pays, la France, est actuellement sous la faction qui veut déclencher les choses très vite. D'où l'attitude de Macron, de ce qui se passe au niveau du gouvernement, des manipulations sur les militaires, et tout ce qui est en train d'arriver, y compris les vaccins Pfizer, les vaccins américains, qui sont ensuite répandus dans les troupeaux pour commencer à justifier de suite de massacrer tous ces animaux. Et ça fait partie du plan avec ça vous allez me dire toujours c'est le hasard, la coïncidence. Le Mercosur qui passe également, et pas mal de choses qui font que dans peu de temps, la France sera obligée d'importer tous les produits agricoles. Et tout ça est en route et tout cela fait partie du même programme, d'un plan général qui a été lancé il y a très longtemps et sur lequel je me suis déjà expliqué déjà par mes ouvrages, mais aussi dans de nombreuses vidéos. Donc, cette fois-ci, je vais m'atteler essentiellement au système judiciaire qui fait partie du système, qui fait partie du lot complet. C'est pourquoi le système judiciaire aujourd'hui essaye de m'empêcher d'apparaître publiquement, essaye de m'empêcher de participer aux élections, essaye de bloquer complètement la situation. Donc, comme le dit très bien Maziken, thé, café, matcha, popcorn, installez-vous confortablement, prenez votre temps, on y va. Alors, je vais remonter à une époque qui va paraître à certains très lointaine, mais dans les années 80, un petit peu avant 80, je travaille à ce moment-là comme employé dans une société dans laquelle j'ai un rôle de directeur international dans le diamant. Et la particularité du diamant à cette époque, c'est que le diamant est anonyme, c'est-à-dire qu'il est légal de l'acheter anonymement. On donne les billets, on prend le diamant et il n'y a pas de trace à laisser d'aucune manière. Et puis, autre particularité et avantage du diamant à cette époque, c'est que le diamant subit une taxe très faible, car c'est une matière première qui n'est pas montée en bijoux, mais qui est vendue sous scellé en tant que placement d'investissement. Ce qui fait qu'on passe d'une TVA de plus de 20%, une TVA de luxe à 25 ou 30%, je crois, si c'est monté en bijoux, à une TVA réduite à seulement 4 ou 5% parce que c'est un placement financier et rien d'autre. Cette particularité donne un essor énorme à l'Union de Diamantaires, qui est le groupe dans lequel je travaille. Et ce groupe joue sur cette période où l'or explose en même temps que le diamant et où les valeurs augmentent terriblement, ce qui lui donne un engouement facile. Et je deviens dans cette société très rapidement directeur international. Je m'occupe de la France, la Suisse et l'Allemagne. Et donc, en travaillant surtout en France, j'ai affaire forcément aux gens qui ont de l'argent à placer. Qui est-ce qui a le plus d'argent à placer? Il y a trois catégories. Il y a les businessmen, les gens du showbiz, les gens du monde du spectacle, etc., qui gagnent des fortunes avec leurs disques, avec leurs films. Il y a les politiciens qui jouent avec l'argent du contribuable et donc qui ont énormément d'argent à placer surtout. Et il y a le grand banditisme. Le grand banditisme, ce sont les gens qui attaquent les banques, et certains arrivent à faire des fortunes assez énormes. Et tous ces gens sont liés directement. Et moi, travaillant dans ce domaine-là, je les ai tous comme clients. J'ai aussi bien un Gaëtan Zampa qui a fait la une des journaux à l'époque et encore récemment, comme les politiciens les plus en vue, comme des gens du showbiz dont certains sont maintenant décédés. Mais tout ça, ça représente un certain monde
Et je découvre ce monde. Car au début, je suis complètement naïf. Dans les années 78, 79, quand je rentre dans cette société, au départ, je n'ai aucune idée de ce type de fonctionnement. Et la première fois que j'aperçois dans le journal la photo d'un criminel recherché par toutes les polices de France, soi-disant, etc. Et je vais dans un bar le soir et je le vois à table avec le préfet de Paris et avec un ministre, bon, je ne me rappelle pas le nom. Et je les vois discuter tranquillement à table. Et j'avoue que je suis un peu surpris, quoi. Le mec, il est recherché soi-disant par toutes les polices de France et il est publiquement dans un bar en train de prendre un verre avec le préfet de police. Donc, je commence à me rendre compte un petit peu du monde réel. Et en découvrant ce monde réel et en découvrant tout ce monde-là, je découvre aussi l'argent faramineux, énorme, que ces gens peuvent détourner grâce à la politique. Et donc là, ce sont les très grosses places avec des groupes de presse importants qui ont simplement fait un accord avec un politicien, un sénateur en l'occurrence, pour que toutes les plaintes contre lui soient classées verticalement. Et donc le président de la Chambre de Paris les protège, ils peuvent escroquer à tout va. Enfin voilà, je découvre un petit peu le monde réel. Et en découvrant ce monde réel, je découvre aussi beaucoup d'autres choses. Je découvre aussi les liens, parce que je crée des liens avec ces gens qui sont mes clients, car j'ai la chance d'avoir un ami qui est un ancien du SDES, les services secrets français, qui est le patron de cet établissement et qui me raconte énormément de choses, qui m'adopte un petit peu comme un fils putatif et qui me raconte, qui me dévoile tout un tas de vérités que je ne dois pas m'étonner de ci, de ça. Et de tout cela, je crée des relations parce que ceux qui cherchent à placer l'argent qu'ils ont volé, que ce soit le grand banditisme ou que ce soit les politiciens, souvent passent par lui. Et hein, tu sais pas comment ou par qui je pourrais faire passer, etc. Et lui me le dirige à moi. Et donc c'est comme ça que je me retrouve avec une grosse clientèle de tous ces gens-là, une clientèle que je découvre peu à peu, avec leurs mœurs, leurs règles, alors aussi bien dans le grand banditisme de savoir se taire, de savoir ne pas voir, de savoir aussi bien avec les politiciens de savoir être parfaitement discret, etc. C'est pour ça que je ne donne aucun nom, jamais. Mais en revanche, il n'empêche que je vois les agissements, que je les vis. Je vois ces gens qui font des faux passeports, je vois les réseaux de Pasqua, le réseau de Mitterrand, les réseaux de Chirac, et j'assiste à leur fonctionnement. Et donc, je les vois dans la journée à Paris, comment ils écoulent les faux billets, comment ils écoulent la fausse monnaie, comment ils ont des équipes de ramasseurs qui volent des cartes bleues et comment ils font des doubles rapidement pour que les gens puissent les revendre. Enfin voilà, tout le trafic général à Paris passe par ces gens-là et je suis forcément au courant d'à peu près tout. Et donc, en vivant dans ce monde, je découvre un petit peu tout ce qui s'y passe jusqu'en 82, quand mon patron, à cette époque, fait une grosse erreur, il finance Mitterrand. Et financer Mitterrand, ça veut dire des grosses valises de billets qui sont remis dans les parkings, je peux le dire maintenant, c'est Place de l'Opéra, et des sommes gigantesques pour le faire gagner, en échange de quoi Mitterrand s'engage à garder la TVA du diamant basse, donc toujours sous les normes auxquelles on était, et de maintenir l'anonymat. Et Mitterrand gagne. Alors tout le monde, dans le premier temps, est très content de se dire, bon, là maintenant on a quelqu'un à nous, très haut placé, donc ça va être très bon pour nos affaires, jusqu'à ce que quelques jours après son élection, il change la TVA du diamant, il supprime l'anonymat et déclenche un contrôle fiscal gigantesque de notre entreprise, quasi à la faire fermer, à l'empêcher de travailler. Et là, je commence à découvrir un autre aspect de la politique auquel je ne m'attendais pas, mais ça a été la grosse surprise. Et je continue quand même à connaître leurs équipes qui continuent leur raquette sur les petites entreprises et moyennes entreprises sur la région parisienne. Et je suis ces équipes car c'est mes fournisseurs, en quelque sorte, d'argent frais. Et donc, ils peuvent encore acheter du diamant. Et à ce moment-là, je suis encore en contact avec tous ces gens. Et puis, forcément, quand il y a des gens qui vous achètent régulièrement des grosses sommes,
on se lie avec les gens, on parle un peu, on sympathise, etc. Et par ces gens, je découvre d'autres milieux. Ils me font découvrir qu'ils ont aussi des missions spéciales, qu'on peut avoir des gyrophares de police sur sa voiture en toute sécurité, qu'on peut passer les embouteillages très facilement de cette façon. J'avoue que j'en ai profité de ça. Euh, tous ces systèmes-là, on les découvre à ce moment-là et on découvre aussi qu'il y a des gens qui sont des gros salariés de la gendarmerie, de la police, mais qui n'ont pas de bureau, qui travaillent jamais, qui voient jamais personne, ils restent chez eux tout le temps. Et là, forcément, on se pose des questions, on les pose aux gens, on discute, on sympathise avec, et on découvre qu'il y a des assassins professionnels qui, eux, n'ont que pour mission d'appartenir à des brigades fantômes qui n'existent pas. Eux, ils restent chez eux, ils jouent au boule toute la journée, et de temps en temps, on leur donne un contrat. Alors, je vous cache pas qu'au début, j'ai beaucoup de mal à y croire. Parce que, comme beaucoup, je suis passé par l'école, j'ai subi toutes les influences et tous les conditionnements de la société. Les gens qui nous dirigent sont des gens bien, sont des gens qui veulent le bien du peuple, etc. J'ai largement déchanté depuis. Mais toujours est-il que on me fait assister à 2 assassinats euh, par un ami particulièrement qui me dit il a un contrat pour le lendemain. Il m'a dit qu'il me donne tous les détails qui me permettent d'être sur place. J'ai d'ailleurs une balle qui est passée pas très loin de moi à ce moment-là, ce jour-là, qui a descendu une vitrine derrière moi, une réplique de ceux qui devaient assassiner. Tout ça est dans le journal, tout ça je l'ai déjà raconté dans une vidéo dans laquelle je raconte toute ma vie. Et tout cela m'amène à, en 86 ou 87, à la naissance d'un premier enfant, de vouloir quitter ce monde, c'est-à-dire de me séparer totalement de ce monde parisien, de ce genre de vie qui me déplaisait totalement, et surtout éduquer mon enfant dans des conditions saines, agréables, etc. Et donc, je choisis de partir vivre en Bretagne. Et en Bretagne, je monte un cabinet juridique spécialisé dans les placements financiers et j'ai une assez bonne réussite qui fait que tout va bien. Et je décide d'écrire un livre pour dénoncer tout cela, pour dénoncer tout ce que j'avais vécu. Cet ouvrage s'appelle La démosophie, parce que en même temps que j'analyse et que je comprends et que je commence à comprendre comment fonctionne le monde, je me dis c'est pas normal et on pourrait fonctionner autrement. Et donc, j'invente un système qui s'appelle donc la démosophie, basé sur l'intelligence collective de l'ensemble du peuple, et non plus que ce soit une petite caste au-dessus qui mène un troupeau de moutons. Et donc, étant conditionné moi-même, m'étant conditionné moi-même dans ce sens, je rédige cet ouvrage, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de raconter un peu mon histoire et surtout de dénoncer les faits que j'estime, moi, à cette époque-là, que j'estime les plus graves, tels que les assassinats, tels que les menaces physiques sur des patrons de société qu'il faut faire chanter. Euh, et je dévoile à peu près toutes les techniques et tout ce que j'ai connu, en tout cas, depuis les faux passeports, la fausse monnaie, etc. Et j'envoie ce livre à un éditeur parisien, depuis ma Bretagne, là-bas, et quelques jours plus tard, ça me vaut 14 flics qui rentrent chez moi, à 6 heures du matin, qui m'arrêtent, et qui, eux, arrivent à armer tout ce qu'il faut, qui me font perdre mon enfant, qui me mettent en prison pendant 3 ans, avec des accusations type procureur directement du gouvernement. Alors, le procureur du gouvernement, c'est quelqu'un de spécial. Ce sont les petites crapules qu'on a fait progresser à travers la franc-maçonnerie pour les amener au plus haut niveau, à qui on donne ensuite des responsabilités et qu'on teste petit à petit. C'est-à-dire, on leur demande, par exemple, de protéger un réseau pédocriminel qui met en cause des gens qu'il ne faut pas. On leur demande de savoir effacer les dossiers. On leur demande de savoir faire disparaître des dossiers, de trafiquer les dossiers. Tout cela, c'est le métier des petits procureurs et les procureurs en général. Et donc, je découvre que dans le système de la République, ils ont prévu de se protéger eux-mêmes, de toujours pouvoir accuser les gens en choisissant des gens sélectionnés par la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie leur sert à établir des sélections où les gens les plus crapuleux, les pires psychopathes, les sadiques, on voit tout de suite leur progression énorme.
Et ces gens qui n'ont aucun sentiment d'aucune sorte, un vrai psychopathe, il tue père et mère sans la moindre hésitation. Ceux-là sont sélectionnés, rentrent dans les loges des assassins, rentrent dans les loges spéciales, on va dire. On leur donne des titres de gendarmes, de police, on leur donne une bonne couverture. Et grâce à cette bonne couverture, ben, ils peuvent assassiner des gens, pas laisser de traces et on ne trouve rien. Et c'est juste le travail normal de la gendarmerie. Et on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui se passe parce qu'en même temps, les mêmes contrôlent en permanence les médias. Et donc, en découvrant un petit peu tous ces fonctionnements, je lance cet ouvrage et je me retrouve dans une position extraordinaire que j'ai revécue il y a très peu de temps, qui consiste à m'accuser d'un truc complètement aberrant, mais dont on ne peut pas prouver qu'il n'est pas vrai. À partir du moment où un procureur met contre vous une accusation dont vous ne pouvez pas vous défaire, c'est extrêmement dur. Et donc, vous avez 15 flics qui tombent chez vous, qui vous braquent, qui vous perquisitionnent votre appartement, ce qui revient en fait à dire qu'ils ils volent tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui a de la valeur. Et j'avais quand même près de 20 ans de travail dans le diamant, dans des positions économiques assez confortables, et donc j'avais beaucoup de choses chez moi. Ils m'ont tout pris, absolument tout, soi-disant pour perquisition. Ils sont sortis avec des grands cartons dans lesquels ils avaient pris toutes les valeurs. Et ils m'accusent d'être l'auteur de braquage de banque avec soi-disant 2 gendarmes qui attestent qu'ils me reconnaissent. Donc, c'est vous dire, les accointances procureur-gendarme, ça fonctionne à fond. Et je suis accusé d'avoir organisé plusieurs braquages de banque, dont un avec tentative de prise d'otage et tentative de meurtre sur 2 gendarmes. Alors, je ne vous cache pas que là, je suis quand même très mal. Et bon, c'est en plus, on découvre la prison, on découvre les maltraitances, on découvre tout ça. Le régime spécial de la prison pour les gens comme moi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le grand banditisme à cette époque. Et on est isolé, on est à part, enfin voilà. Bon, sans compter ce qu'on vit personnellement. Ça il n'y a pas assez de mots pour décrire la souffrance de quelqu'un totalement innocent mis en prison dans ces conditions-là. Et il m'accuse donc de cette prise d'otage, tentative de meurtre sur gendarme et je ne sais plus quoi. Et on me dit, mais qu'est-ce que vous faisiez le 5 juillet 1984, on vous a reconnu à la banque, etc. On sait que c'était vous. Comment voulez-vous vous défendre d'une accusation qui porte sur des dates de plusieurs années avant, où vous étiez la nuit ou le jour etc. Et donc, je suis accusé là-dessus, sur cette base-là. Coup de chance, j'ai une secrétaire qui est assez fidèle, qui m'aime bien, et qui a gardé mon agenda dans mon bureau, non pas chez moi. Et par cet agenda, elle retrouve la date en question et elle confirme, grâce au président du tribunal de commerce, où je travaillais comme expert audit pour ce tribunal, elle découvre que ce jour-là, j'étais en réunion avec 3 autres chefs d'entreprise et avec le président de ce tribunal de Brest, qui se trouve à 400 km du lieu où on m'accuse d'avoir pratiqué cette prise d'otage. Et comme c'est dans tous les journaux, cette prise d'otage, ils ne peuvent pas changer la date, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, comme ils m'accusent d'un fait qui a eu lieu à 400 km de distance, un jour où il est absolument prouvé que je ne pouvais pas y être, leur accusation tombe à l'eau. Alors, ils ne se gênent pas, ils continuent à m'accuser, cette fois-ci, ils passent ensuite à un vol d'un bateau à Concarneau. Je ne sais pas ce que je ferais d'un bateau, enfin, des histoires qui ne tiennent pas debout du tout, d'aucune façon. Pour en arriver ensuite à m'accuser d'avoir accepté un chèque dans mon restaurant d'une prostituée. Donc, c'est un recel d'argent de la prostitution. Et ils arrivent à le faire tenir en plus. Et ils m'accusent de cela, parce que paraît-il que dans les chèques de mon restaurant, ils ont trouvé un chèque qui, soi-disant, aurait été fait par une prostituée. Et en attendant, d'affaire en affaire, d'accusation en accusation, quand j'ai le malheur de dire, mais vous voyez bien que c'est une évidence, c'est une manipulation dont la franc-maçonnerie est à l'origine, qui fait que tous ces gens se connaissent, se manipulent entre eux et montent ce truc-là, c'est évident.
Ça m'a coûté exactement 6 mois de prison ferme pour outrage à magistrat, pour avoir dit cela. Et bon, j'ai des accusations plus fantaisistes les unes que les autres, mais en tous les cas, ils arrivent à me garder pratiquement 3 ans. 2 ans et demi de prison. Je ne vous cache pas que j'en sors complètement anéanti, ruiné totalement, parce qu'ils ont pillé totalement ma maison et tout ce que j'avais, ils m'ont saisi tous mes comptes, ils m'ont tout pris. Et on sort avec une main devant, une main derrière, on sort d'une prison au petit matin, un beau jour, et on n'a plus rien, absolument plus rien, et démerdez-vous, refaites votre vie. Bon, et effectivement, je refais ma vie, c'est-à-dire que je retravaille dans le domaine que je connais à cette époque-là, donc l'audit d'entreprise, et je trouve une place par ma petite sœur qui me trouve un collègue à elle qui était en train de faire faillite, et elle me présente ce collègue à elle et me fait découvrir le monde de ce collègue qui était en pleine faillite et sur le point de fermer. Et je lui dis que je peux remonter son entreprise, qu'à mon sens, c'est tout à fait faisable. Et effectivement, il m'embauche et en peu de temps, j'arrive à toucher un salaire convenable et à bien réussir dans son entreprise, à lui redresser complètement son entreprise et à ce que tout aille bien. Donc 1 an et demi après environ, donc on est en 93-94, à ce moment-là, j'ai un ami qui était entre-temps devenu un directeur de banque, dont je prenais des nouvelles de temps en temps, et qui me dit, il y a une proposition pour aller aux îles Canaries, représenter le Crédit Mutuel pour les Français qui veulent acheter des biens immobiliers aux îles Canaries. Bon, ben, je lui dis, je vais aller voir. J'ai aucune idée d'où se trouvent les îles Canaries, mais toujours est-il que j'y pars. Et je découvre un endroit enchanteur où les gens sont adorables, où la vie est totalement différente, etc. Et je décide de m'y installer et d'essayer de refaire ma vie là-bas. J'ai 2 enfants, je démarre une vie sociale que je redresse assez bien et je me retrouve à monter peu de temps après, 3 ou 4 ans après être arrivé là-bas, je commence à monter une première clinique dentaire et qui fonctionne très bien. Donc je monte assez rapidement une seconde et puis ensuite une troisième où j'ajoute le médical en plus du dentaire et bon, et tout va très bien. Tout va très bien jusque le 11-9, le 11 septembre, où je rentre chez moi après avoir passé la journée à travailler et je trouve mes 2 meilleurs amis qui sont présents chez moi et qui me disent, t'as vu ce qui s'est passé, ça y est, ils ont déclenché le plan. Et là, je suis complètement abasourdi. Qu'est-ce qui se passe? Ils me montrent la télé, et je vois les tours en flammes, etc. Et donc, je sais immédiatement que le plan du nouvel ordre mondial pour déclencher leur opération venait de commencer, alors que je croyais que ça allait se faire beaucoup plus tard. Car entre-temps, j'avais continué à potasser ce qui me passionnait. C'était donc les magouilles des États, les fonctionnements réels des sociétés. Et j'avais découvert ce nouvel ordre mondial que j'avais étudié pendant tout ce temps que j'avais passé déjà en Espagne jusqu'en 2001. Et donc, je connaissais leur plan complètement. Ce qui fait que quand je découvre cela, bah, je continue à travailler normalement comme chaque jour. Je vais à la clinique, bon, travail normal. Et je décide quand même de réécrire la démosophie. Je décide de le réécrire parce que l'ouvrage a totalement disparu, parce que toutes les idées que j'avais sont toujours là, sont toujours dans ma tête, que la situation internationale est encore pire que ce que je croyais, car au départ, je croyais que c'était surtout la France, mais je m'aperçois que c'est pas que la France, c'est tout l'ensemble du monde occidental, globalement, et qui, malheureusement, je crois, a déteint sur beaucoup d'autres. Et je décide de réécrire la démosophie. Le livre est écrit d'abord en espagnol, et puis en fin de 2010, je crée une association pour les gens qui sont complètement informés. Et là, Internet existe. Internet est déjà né. Et donc, je peux commencer à communiquer par Internet et je trouve sur Internet différentes personnes qui ont fait les mêmes constats que moi et qui ont découvert les mêmes choses, à peu de choses près. Donc, en communiquant ensemble les uns les autres, on s'affine énormément sur les connaissances générales de ce nouvel ordre mondial, de leur plan, de leur programme. Et lorsqu'on se retrouve a commencé à prendre une certaine importance en tant qu'une association, je
provoque une réunion internationale. Je me rappellerai toujours de la date, elle est facile à se rappeler. C'est le 11-11-11, donc le 11 novembre 2011. Je provoque une réunion internationale à laquelle viennent pas mal d'Espagnols avant tout, puisque j'ai écrit le livre en premier en espagnol, donc des gens du Chili, d'Argentine, du Venezuela, du Pérou, et puis des gens d'Europe, de Roumanie, de France, d'Italie, bien sûr. Euh, et donc, on se retrouve à une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes, parce qu'il y a encore très peu de gens qui savent ce qui se passe. La plupart des gens, par exemple, ne connaissaient même pas encore le club Bilderberg. Alors qu'en 2004-2005, j'avais fait une première émission de télévision à la télévision espagnole dans laquelle je dévoilais l'existence de ce club Bilderberg qui est le seul à choisir et décider qui sont les dirigeants dans chaque pays. Et que tout le vote auquel on fait participer les gens, tout ça, c'est du pipeau. La réalité, c'est le club Bilderberg qui choisit les dirigeants pour chaque pays. Et donc, ça, je l'avais déjà fait un petit peu scandale en Espagne en dévoilant ça en 2007, je crois que c'est 2007 ou 2008. Puis mon livre est sorti, ça a été aussi un petit succès à ce niveau-là. J'ai eu l'appui particulier par un ami vénézuélien des îles Canaries qui m'a mis en rapport avec Hugo Chavez, qui lui-même commençait à être complètement informé des réalités de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et lorsqu'on fait cette réunion en 2011, notre sujet majeur, c'était quoi faire dans cette situation-là où tous les pays sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Et au bout de 6 jours de réunion, on conclut que le pays d'où doit partir une révolte mondiale ne peut être que la France. Pour plusieurs raisons, en particulier pour sa constitution particulière, car la France n'a pas une constitution, contrairement à ce qu'on fait croire aux gens. La France a un bloc de constitutionnalité qui est complètement différent. La France, elle a 3 éléments dans ce bloc avec un ordre hiérarchique dans ces 3 éléments. Et le premier de tous ces éléments, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est un texte très précis, très clair et qui protège véritablement le citoyen. Et ce texte, la France est, je crois, l'un des seuls pays au monde à avoir adopté cette formule d'un bloc de constitutionnalité dans laquelle il y a une norme hiérarchique. Il y a d'abord et avant tout uniquement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, il y a le préambule de 46 qui rétablit l'autorité de cette DDHC, de cette Déclaration des droits de l'homme. Et seulement en dernier, il y a le choix politique. Et le choix politique, c'est l'organisation politique de la ville ou de la cité ou de l'État. Et cette organisation politique doit répondre à un certain nombre de règles précises de ces supériorités hiérarchiques qui sont le préambule de 46 et la Déclaration des droits de l'homme. Et au constat que tout devait partir de ce schéma de la Déclaration des droits de l'homme, je liquide mes affaires, je prends mes bagages, mes enfants. Bon, pas facile du jour au lendemain de tout bouger. Ça prend un peu plus d'1 an. Mais 1 an et demi après, je quitte l'Espagne et je me rends en France pour commencer à essayer, en premier lieu, je voulais trouver un politicien intègre. Trouver quelqu'un qui ait une idée réelle de ce qui se passe réellement et en même temps qui ait des compétences à qui je pourrais remettre un schéma que j'avais préparé, qui était celui de la démosophie, et donc d'instaurer ce système. Et là, c'est la grosse déception. Je ne vous cache pas que tout 2013, j'ai démarché pratiquement tous les meneurs de projets, tous les meneurs qui remettaient en cause le gouvernement, qui dénonçaient souvent des choses très justes, mais qui avaient fait des mauvaises analyses parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments. Et donc, je rencontre tous ces gens-là et je me rends compte qu'en fait, ils sont tous avant tout menés par leur ego personnel. Ils sont tous avant tout là pour se faire un maximum d'argent, prendre un maximum de place et prendre un maximum de pouvoir et de notoriété. Et ils sont tous dans cet esprit. Je ne trouve pas un qui soit intègre, vraiment intègre. Alors, sans parler au passage de tous les francs-maçons et tout ce qui tourne autour. Et donc, en 2014, je commence à créer le concept d'un Conseil national de transition selon la loi du droit international.
car entre-temps, Sarkozy avait lancé en toute illégalité l'attaque de la Libye, et cette attaque illégale de la Libye lui valait les pires sanctions de la part du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, c'est là où interviennent les Américains et les Anglais qui disent à Sarkozy, t'inquiète pas mon pote, tu nous donnes la moitié du trésor de Kadhafi, tu laisses nos compagnies exploiter le pétrole et on te couvre. Et effectivement, il est couvert par une nouvelle loi de l'ONU qui lance à ce moment-là, qui consiste à dire, désormais, tout peuple dont les dirigeants ne respectent pas la Constitution est en droit de créer un Conseil national de transition qui devient automatiquement l'autorité légitime du pays dès sa proclamation. Voilà la rédaction qu'offrent les Américains à Sarkozy pour le protéger et ramasser pour eux au passage. Mais moi, en découvrant cela, je me dis pourquoi pas le retourner dans l'autre sens, puisque Sarkozy a imposé un traité de Lisbonne qui est totalement illégal, qui fait que d'après la Constitution française, Sarkozy aurait dû être arrêté le jour même, il n'aurait jamais dû pouvoir passer une loi opposée à la décision du peuple souverain. Donc, je vais retourner la situation en créant ce Conseil national de transition au nom du peuple de France contre Sarkozy et je crée tout ce schéma que maintenant beaucoup de gens connaissent, qui est de créer un Conseil national de transition qui soit à la fois l'Assemblée constituante, c'est-à-dire l'Assemblée de citoyens qui va rédiger une nouvelle constitution, et qui soit en même temps, dès le départ, l'autorité légitime du pays qui lui donne le droit de demander à l'armée d'intervenir rapidement. Et donc, on proclame ce document en 2015, le 18 juin 2015 précisément. On proclame ce document auprès de tous les organismes internationaux, auprès de l'ONU. On le proclame également auprès de tous les journaux, toutes les chaînes de télévision, tous les politiciens, en disant la réalité juridique de la France, c'est celle-ci, et on vous demande de la respecter et de promulguer ce Conseil national de transition. Réponse, silence absolu. Ordre est donné immédiatement par Hollande de faire le silence total sur cette proclamation. Pas un journal, pas une télévision, personne n'a eu le droit d'en parler. Ça a été le silence total. Et donc, on décide de lancer une opération pour l'intronisation du CNT qu'on avait prévue à l'occasion du 14 juillet, donc le 14 juillet 2015. On pensait naïvement que les lois étant rétablies, ce serait la journée idéale pour que tout le peuple participe à l'intronisation de ce Conseil national de transition. Mais devant ce silence, eh bien, on s'est retrouvé avec tous les symboles qui indiquaient qu'on était tous des membres de ce Conseil national de transition. On était clairement désignés comme tels, c'est ce qu'on avait prévu. Et ce Conseil national de transition, qui à ce moment-là est composé de quelques milliers de Français, mais il ne faut pas beaucoup de monde pour le changement. Il suffit de quelques personnes dans le juste droit. Et donc, avec les quelques milliers de personnes qu'on était, on est arrivé à Paris le 14 juillet 2015 et là, on est tombé sur une police des CRS qui avait été formée spécialement contre nous et donc qui avait dépêché. Entre-temps, on a découvert aussi les trahisons, ceux qui s'étaient immiscés dans notre mouvement pour nous dénoncer, etc. Donc, ils avaient toutes les informations et ils attendaient tous nos membres qui venaient de toute la France, ils les attendaient directement dans les gares parisiennes, quand ils arrivaient de Biarritz, de l'Isère, de Provence, de tous les coins de France. Et ils arrêtaient les gens directement dans les gares, simplement parce que ces gens avaient ce symbole qui nous permettait de tous nous reconnaître. Et donc, tous ces gens ont été immédiatement arrêtés, déportés, pour empêcher qu'on puisse manifester concrètement et surtout limiter notre nombre. Ce qui fait que ce jour-là, la plupart des membres de ce Conseil national de transition, qui avait donc choisi que je représente ce Conseil national de transition selon le fonctionnement que j'avais établi à partir de la démosophie, qui était un fonctionnement basé sur le pouvoir total du peuple, eh bien, tout ça a été anéanti en une seule journée. Et en 2016,
on remet cela en invitant le préfet de police de Paris à participer. Alors, il nous a envoyé un tas de flics, mais lui, il n'est pas venu. Mais il nous a envoyé beaucoup de flics et on s'est retrouvé encore plusieurs milliers à seulement faire une déclaration, tout ce qu'on pouvait faire. Et l'histoire continue là-dessus, c'est-à-dire d'essayer de démontrer sur les réseaux sociaux l'illégalité des dirigeants actuels, leur illégitimité, de déclarer aux Français qu'il existe un Conseil national de transition qui est la solution à tout, puisque c'est le peuple lui-même qui décidera de la nouvelle forme de politique ou de gestion politique ou de gouvernance, on appelle ça comme on veut. C'est le peuple lui-même qui pourra le faire. Et en même temps, en attendant, il y a une transition qui est prévue pour éviter toute violence, tout chaos, pour éviter toute cette souffrance qu'on subit depuis plusieurs années maintenant. Et qui, donc, pour nous, était prévue depuis longtemps. En plus, entre-temps, j'avais continué à informer sur les réalités. Donc, j'avais prévenu tout le monde, attention, en 2020, ils vont lancer une fausse pandémie pour empoisonner les gens et lancer le vaccin poison. Et donc, tout ça était prévu depuis longtemps et j'en étais informé, donc je le disais dans ces vidéos. C'est pour ça que vous voyez encore sur Internet ces vieilles vidéos que j'ai faites en 2016-2017 pour dire attention, les plans du nouvel ordre mondial, c'est ça, y compris la fausse pandémie qui va arriver et qui est prévue autour de 2020. Et le temps passe et on continue donc d'essayer d'alerter tout le monde. Eux continuent d'essayer de limiter les réseaux sociaux, de limiter nos articles, d'empêcher qu'on soit connu. Ils commencent à déclencher les attaques contre moi. Alors, les premières attaques, c'est gentil, entre guillemets. Ça consiste d'abord à me ruiner socialement. Donc, du jour au lendemain, ils me ferment tous les comptes en banque, tous mes comptes PayPal, toute mon activité économique. Du jour au lendemain. Donc, du jour au lendemain, vous n'avez plus un sou qui rentre, plus rien. Et vous vous retrouvez bloqué de tous les côtés, ne pas pouvoir ouvrir un compte en banque, ni rien du tout. Et ils me font la même chose en Espagne, où j'avais mon ancienne association qui continuait de fonctionner pour des produits de santé que je diffusais à partir de là. Tout ça est arrêté du jour au lendemain et je suis totalement bloqué. Ensuite, ils continuent à essayer de poursuivre tout cela. Alors, entre-temps, il y a toutes les mésaventures. Donc, le premier avocat que j'avais convoqué pour qu'il m'aide à rédiger en formule juridique la proclamation d'origine. Donc, la proclamation, je l'avais écrite en Espagne, mais je l'avais toute rédigée et tout était prêt. Donc, mais il fallait lui donner une forme juridique. Et donc, je convoque cet avocat qui me met cette forme juridique et cet avocat devient lui se présente comme un ami. Après, je découvrirai que c'est un franc-maçon et qu'il était là pour essayer de nous noyauter, en fait. Et c'est en 2018 qu'après avoir à nouveau fait une manifestation à Paris pour faire savoir qu'on existe et qu'il y a ce conseil de transition, c'est là où cet avocat, qui s'appelle Fabrice Bonnard, se présente comme un ami et en réalité fait un montage avec d'autres gens pour me dérober mon site web, car à cette époque-là, j'avais aucune connaissance informatique, donc je me servais d'un webmaster, et un webmaster qui vous trahit pour celui qui le paye un peu, c'est le danger permanent de faire appel à un webmaster. Et donc, cet avocat récupère mon idée, essaye de s'en servir pour son profit personnel, et va la proposer en Savoie pour créer un conseil national de transition en Savoie. Puis, il essaye de faire la même chose en Bretagne. À chaque fois, au bout d'un certain temps, les gens se rendent compte de qui il est, le mettent dehors et il se retrouve encore le bec dans l'eau et il essaye de voler le CNT que j'avais créé avec tous ces gens. Et cette fois-ci, il est réussi assez bien pour qu'on perde absolument toutes nos listes d'adhérents. Et donc, ça, c'est une première attaque. La seconde attaque, alors on repart, on recommence et on continue toujours dans le même esprit pour essayer véritablement d'instaurer un droit du peuple complètement. Et on lance une grande conférence qu'on prévoit pour 2020 en informant tous les politiciens, tous les journaux, tous les mouvements publics de France, tous ont été informés de cette épidémie qui était une fausse pandémie destinée à vacciner les gens avec un poison qui allait les condamner pour la plupart.
Et donc, tout ça, je le répète et je le dis durant des multiples vidéos, durant tout 2019, et en annonçant à la fin un congrès de Girona qui me permettait en même temps de tester le modèle de la démosophie. Tester le modèle de la démosophie, pour moi, c'était important parce que j'étais toujours resté sur des bases théoriques. Et je n'avais fait qu'un premier test, qui était le procès de Milan, pour voir que des gens qui n'y connaissent strictement rien, par leur intelligence collective, sont capables de sortir des trucs merveilleux. Et on l'avait constaté par ce procès de Milan, avec un travail énorme qui a été réalisé en quelques jours, où on s'était réunis à Milan avec tous les Français qui étaient désireux de participer, et on avait effectivement établi un code judiciaire international. Et on a fait un travail magnifique, réellement. Et donc, je voulais le tester véritablement. Et donc, en 2019, je relance un autre mouvement qui est le Congrès de Girona, au cours duquel, là, c'est plus seulement quelques personnes, c'est pas des dizaines de personnes, là, on est plusieurs centaines de personnes qui se retrouvent ensemble. Or, plusieurs centaines de personnes qui ne se connaissent pas entre elles, qui sont totalement différentes les unes des autres. Il y a tous les âges, il y a toutes les situations sociales, toutes sortes de gens. Et arriver à gérer ces gens pour qu'il en sorte quelque chose de positif pour l'ensemble de la population française, c'était un travail très particulier. Et c'est là où la démosophie a fait la démonstration de son fonctionnement qui est exceptionnel, c'est que tous ces gens, et si je vous les montrais un par un, vous diriez, mais comment ces gens ont pu prendre un texte comme ça? Ces gens ont rédigé un texte absolument fabuleux, basé sur le droit français, sur le juste droit, réclamant clairement la loi française et se réclamant complètement de la loi française. Et grâce à ce texte, on a pu informer tous les directeurs d'école, tous les directeurs d'hôpitaux, des EHPAD en particulier, d'arrêter le massacre des populations au Rivotril, que tout cela était illégal, etc. Et donc c'est un texte absolument magnifique qui a été fait. Il y a eu en tout 80 pages de rédigées par une assemblée de quelques centaines de personnes, dont pas une seule n'a le profil d'un juriste ou de qui que ce soit. C'est l'intelligence collective, grâce à laquelle donc on a pu sortir ce texte, qui a été envoyé à l'amabilité des gens qui le souhaitaient, donc à l'initiative personnelle de chaque personne qui le souhaite, mais sans se mettre en danger, puisqu'on commence à connaître les méthodes des policiers et des services secrets de Macron. Donc, on invite les gens à tous donner la même adresse d'expéditeur, mais que ceux qui souhaitent manifester qu'ils sont contre la maltraitance de leurs enfants par les écoles, que leurs vieux méritent de vivre et pas d'être assassinés par le Rivotril. Tous les gens qui souhaitaient que la loi soit respectée avaient la possibilité d'imprimer ce document sur Internet directement et de l'envoyer à qui eux-mêmes le voulaient. Donc beaucoup de parents ont envoyé ce texte au directeur d'école où leurs enfants étaient scolarisés. Beaucoup l'ont envoyé là où vous avez des parents dans les EHPAD, etc. Et donc tous ces gens-là ont envoyé ces documents et informé les gens en leur rappelant que ça, c'est la loi. Car soit on est dans un monde barbare où il n'y a que la loi du plus fort qui compte, et ça, c'est malheureusement ce qu'on est en train de vivre, soit on revient à la loi des penseurs du XVIIIe siècle qui avaient pensé que la loi est au-dessus des désirs de chacun. La loi est au-dessus et ne peut pas être violée. Et ils ont rédigé un texte pour cette déclaration des droits de l'homme qui est fabuleux parce que qui prévoyait que les gens allaient essayer de détourner ce texte de son origine, allaient essayer de s'en servir pour leur intérêt personnel, pour leur secte, pour eux-mêmes. Et donc, ils avaient tout prévu dans ce texte, y compris que quiconque violait la Constitution perdait cette Constitution et que la Constitution n'existe plus au moment où ils essaieraient de le faire. Ce qui fait que quand Sarkozy a passé le traité de Lisbonne, la plupart des gens qui étaient informés se sont dit le jour même, la police va l'arrêter ou la gendarmerie va l'arrêter, le mettre en prison, parce qu'il ne peut pas violer la souveraineté du peuple français qui a dit non pour entrer dans l'Europe.
Et donc, on s'y attendait. Et je vous cache pas que ça a été une déception énorme pour beaucoup de gens de voir l'armée ne bouge pas. C'est après qu'on a découvert comment ça a fonctionné. Sarkozy avait réussi à se faire nommer, alors avec un petit peu de chantage sur Chirac, mais a réussi à se faire nommer ministre de l'Intérieur, et il avait déjà commencé à remplacer les plus hautes autorités, car ils n'ont pas besoin de beaucoup de monde, ils n'ont pas besoin de policiers intègres ou quoi que ce soit. Ce qui les intéresse, c'est uniquement ceux qui les commandent. Et avec quelques généraux qui contrôlent l'armée, et avec quelques commissaires haut placés dans la hiérarchie policière, ça suffit pour contrôler tout le système de toute l'armée et de toute la police. Et Sarkozy s'y était pris avant. Toujours par précaution, il avait supprimé le traité, il avait fait supprimer du code pénal les lois sur la haute trahison. Donc, il ne pouvait plus être accusé de haute trahison. Ces gens fonctionnent comme ça. Et donc, ces gens font les lois qui les arrangent. Donc, le même Sarkozy a fait des lois absolument invraisemblables, mais il a autorisé par la loi à ce que la police tire à balles réelles sur les manifestants. Le même Sarkozy a passé une loi comme quoi ce sont les procureurs qui sont en droit de remplacer les psychiatres. Et donc, un procureur est en droit de faire interner quelqu'un. Donc, il a pris toutes les précautions pour se protéger totalement, pour pouvoir commettre le crime de haute trahison sans en pouvoir en être accusé et de disposer des forces de l'ordre à son service. Donc, lorsqu'arrive le, j'avais annoncé le 19 décembre, une conférence, c'était un samedi, à Paris, place publique, place de la Concorde, que j'allais faire une conférence et j'allais aussi faire autre chose, j'allais aussi publier et rendre public l'existence de mon livre qui était Covid-19, l'horrible vérité, dans lequel non seulement je démontais tout le système, non seulement je rajoutais encore à toutes mes vidéos et à tous mes écrits le fait que Sarkozy était illégal et que tous les autres après l'étaient forcément, puisque la constitution légale n'existe plus, donc il n'y a pas de constitution en France, et depuis que Sarkozy a signé le traité de Lisbonne, il n'y a pas de constitution, donc il n'y a pas de gouvernement légal en France. Et donc je rappelais tout ça dans ce livre, mais en plus, j'ajoutais la liste de 17 000 noms établis par les gens du Nouvel Ordre mondial, les 17 000 noms des gens de toute l'Europe qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas vacciner, ou alors avec un lot spécial, et je donnais le numéro de lot, qui était un lot spécial, c'était que de l'eau, et qui permettait de protéger ces gens qui ne soient pas vaccinés. Donc il y avait tous les politiciens, les journalistes, et puis de nombreuses personnalités des grandes entreprises, etc., pour qu'eux soient protégés. Et donc, en dénonçant tout cela, j'espérais provoquer un électrochoc, permettre que les gens ne se fassent pas vacciner, car les vaccinations allaient commencer 2 mois après. Et je voulais essayer de protéger le maximum de gens en leur dévoilant les vérités. Et donc, je monte à Paris, j'arrive à Paris le 16 pour cette conférence 2 jours après, et là, les services secrets me tombent dessus à 25 pour un mec de 70 ans, et à 25, ils me tombent dessus pour m'arrêter et me conduire tout de suite en prison dans les sous-sols des services secrets à Levallois, au 6e sous-sol tout en bas, où là, vous êtes enfermé dans des geôles réservées aux extrémistes, aux vrais terroristes, parce que je suppose que parfois il y a des vrais. Et là, vous êtes dans le silence absolu, vous n'avez plus aucun contact avec personne, rien. Et ce qui fait que ma conférence tombe à l'eau. Je n'ai pas pu la faire. Et tout le monde a été désarçonné complètement. Les groupes qui nous avaient rejoints et qui voulaient participer sont venus à Paris pour rien. Tout le monde s'est retrouvé le bec dans l'eau. Là-dessus, en fouillant toutes mes affaires, ils me saisissent encore une fois mon livre, ils saisissent mes ordinateurs, mes clés USB, tout le matériel électronique, mes téléphones, mes tablettes, etc. Absolument tout. Et en saisissant tout cela, ils ne trouvent rien contre moi. Sinon, pour m'accuser d'avoir écrit ce livre, pour avoir m'accuser, mais même pour les policiers, même pour les services secrets, très difficile d'accuser quelqu'un qui met en garde la population contre la fausse pandémie. D'accuser quelqu'un là-dessus, c'est pas très facile juridiquement. Mais, coup de chance pour eux, ils trouvent dans mon coffre un pistolet d'alarme. Or,
je suis tireur olympique, j'ai donc une licence qui me permet de prendre des armes avec moi si je le veux. Grâce à cette licence, je peux transporter dans ma voiture toutes les armes de pistolet, revolver, etc. Mais ils se servent de ça pour me présenter à un procureur près de Paris, donc en l'occurrence là où il m'avait arrêté, c'était à Longjumeau, et là il me présente à ce procureur en m'accusant de posséder une arme dangereuse, je sais pas quoi, enfin quel terme ils ont trouvé. C'est maître d'Angléan qui vient me défendre, mais déjà on est en dimanche, c'est-à-dire que de toute façon la communication est ratée, la conférence a été annulée, c'est-à-dire on a on n'a plus aucune chance de toute façon, c'est trop tard. Donc ils sont contents, ils ont gagné, ils ont bloqué ça et ils ont pas et ils ont réussi à totalement bloquer ceux qui voulaient empêcher ces injections. Et il me présente à ce procureur et alors là commence une histoire fabuleuse. Cette histoire, c'est que je suis arrêté avec la licence qui trouve dans mon portefeuille. La police, les services secrets du moins, qui m'arrêtent, qui me conduisent à ce 6e sous-sol où je suis en isolement total pendant 3 jours et saisissent tout ce que j'ai sur moi, absolument tout. Il y a des gens qui connaissent la prison qui vous diront on vous laisse rien, même pas une paire de lacets. Donc vous n'avez rien. Et là, ils me signent une feuille dans laquelle ils reconnaissent saisir mon permis de conduire, mon passeport, ma licence de tir, et donc ils reconnaissent ma licence officielle et présentent tout ça au procureur à qui ils ont demandé de m'incarcérer. Or, je suis présenté à ce procureur avec l'accusation de détention d'une arme qu'ils ont trouvée dans ma valise, dans le coffre de ma voiture. C'est pas une arme, quelqu'un qui sort dehors, qui menace les gens avec. C'est une arme qu'un ami gendarme m'avait prêtée quand je suis venu en France, en me disant en France, il y a sans arrêt des attaques la nuit, etc. Comme toi, tu as tendance à t'arrêter quand tu es fatigué de dormir au bord de la route. Par sécurité, tu devrais toujours avoir au moins ça sur toi, ne serait-ce que pour menacer. Bon, ok, je l'ai glissé dans ma valise et je l'oubliais. Et les flics, en contrôlant et en m'arrêtant, procèdent à toutes les perquisitions, fouillent en même temps et déclenchent des perquisitions. C'est de nombreux autres membres du CNT qui tous sont des gens en faveur des droits de l'homme et en faveur de la loi. Donc tous, sauf des terroristes, sauf des criminels, tous des gens, au contraire, qui veulent la loi et qui veulent le pacifisme et qui veulent que le peuple retrouve ses droits. Donc ils lancent aussi des perquisitions chez un tas de membres du CNT et ne trouvent rien, bien sûr. En revanche, pour moi, le juge en question parvient à dire on ne sait pas si cette licence qui est espagnole est valide en France. Donc il faut faire une enquête auprès de l'Union européenne pour savoir si sa licence elle est valide en France, s'il a le droit d'avoir cette licence. Et il lance l'opération qu'il faut m'incarcérer en attendant. Et ils me mettent en prison. Et je me retrouve à Fleury-Mérogis. Et pendant 2 mois et demi, silence absolu, aucun droit de contact, isolement total, enfin bon, système de la prison. Et au bout de 2 mois et demi, ben, ils me relâchent parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et ils sont obligés de me relâcher. Mais le même jour que je suis relâché, je ne peux pas sortir de prison. Je reste dans la prison. Et à l'intérieur même de la prison, ce sont des gendarmes qui viennent m'arrêter à nouveau, me passent les bracelets et m'embarquent, sans aucune affaire, sans rien, et m'embarquent pour le centre de la France, où ils m'emmènent dans l'Allier voir un autre procureur qui, lui, a été... Alors, un procureur, il s'appelle Éric Neveu. Il est procureur au tribunal de Cusset, dans le centre de la France, un bled où je ne connaissais pas, je n'avais jamais mis les pieds, c'est à côté de Moulins. Et c'est vraiment le procureur du gouvernement. Donc, le procureur à qui un gouvernement peut dire je vous envoie un mec, trouvez un moyen, il faut absolument le garder en prison. Et ce procureur s'invente une histoire absolument incroyable. Il m'accuse d'avoir acheté des avions Rafale, des sous-marins atomiques, des Charles Leclerc, enfin du matériel militaire en général, et tout ce qui va avec. Car si vous avez acheté tout ça, c'est parce que vous les détenez. Si vous les détenez, c'était pour en faire usage, c'est que vous avez une mauvaise intention. Et donc, il me fait toute une panoplie d'accusations
basé sur le fait que j'ai acheté du matériel militaire, soi-disant. Mais il n'a pas un seul document prouvant cet achat. Il n'a pas un seul document bancaire ou autre qui justifierait que je pourrais payer pour acheter tout ce matériel militaire. Il n'a absolument rien. C'est une pure invention, pure. C'est dans le vent total. Il lui suffisait seulement de trouver un juge d'instruction qui accepte de fermer les yeux et d'accepter, tout simplement. Sans la moindre enquête, sans la moindre preuve, sans rien. Et qui m'interne et qui m'incarcère réellement. Et je passe un an en prison pour rien. Absolument pour rien. Et ce même procureur qui invente toute cette histoire n'a jamais procédé à aucune interrogation, à aucune enquête, ni rien du tout. Il s'est juste contenté d'envoyer des perquisitions à gauche à droite chez différents de nos membres, et ils ont fouillé un paquet, ils n'ont trouvé absolument personne à qui on pouvait reprocher quoi que ce soit. Donc, une histoire montée de toutes pièces. Alors après, il a ajouté à cela que des commandants de gendarmerie s'étaient plaints qu'on leur ait déclaré ce qu'était la loi française, y compris des directeurs d'EHPAD. Et donc là, j'apprends qu'effectivement, notre courrier, notre travail à ce congrès de Girona a eu un retentissement national énorme. Je découvre qu'il y a plus de 30 000 hauts fonctionnaires qui ont été avisés des actes illégaux commis par le gouvernement, de séparer les enfants avec la distanciation, de les obliger à porter des masques, enfin bon, tout ce qui s'est passé, tout est dénoncé dans notre circulaire. Et donc, beaucoup de gens s'en sont servis. Et je découvre que ça a eu un succès énorme. Ce même procureur ajoute à cette accusation grave qui justifiait mon emprisonnement, ajoute que ce document circule avec ma signature. Effectivement, je suis président du Conseil national de transition. Donc, naturellement, je signe tous les documents qui sont émis par l'ensemble de tous ces membres qui avaient participé au congrès de Girona et qui ont préparé ce document. Et bien entendu, je le signe. Et bien entendu, je le diffuse. Et ça a été repris dans une dizaine ou une quinzaine d'autres mouvements qui ont repris ce texte et qui, eux aussi, l'ont fait figurer sur leur page web, l'ont fait figurer sur les sites web, l'ont fait figurer sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'un tas de gens, dont beaucoup que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est, ont imprimé ce document et l'ont utilisé. Ce qui était totalement logique. Mais comparativement à acheter des armes de guerre, c'est un petit peu d'un côté avoir commis un crime de viol sur des enfants et de l'autre côté avoir tiré la langue à un magistrat. Donc, pour avoir tiré la langue à un magistrat, il m'ajoute cette accusation. Ça lui permet d'avoir un petit plus pour justifier tout le temps que je passais en prison. Car dans la justice, il faut jamais que la justice se trompe. Il faut toujours que la justice ait raison. Et pour quelle raison? Il y a bien sûr la tournure des phrases, les juges complices qui tournent les choses pour à l'avantage du procureur, pour pas qu'il risque d'être accusé ou qu'il soit obligé de payer les dédommagements. Mais tout ce montage ne peut pas fonctionner dans mon cas, parce que le fait de tirer la langue à un magistrat, ça ne vaut pas de faire des années de prison. Donc, il essaye de faire tenir ça. Et en conclusion, lorsque je passe devant un autre tribunal, à force de faire appel, je passe devant un autre tribunal et là, je tombe sur un juge intègre. C'est rare, mais ça arrive. Et je tombe sur un juge qui se dit, c'est une histoire de fou, il n'y a rien qui tient la route, une accusation complètement bidon, donc remettez-le en liberté. Et je me retrouve en liberté. Mais en liberté, au bout de 6 mois, j'attends un procès parce que je veux porter plainte contre ce procureur et toutes les manipulations et remonter encore plus haut à ses propres patrons. Donc, j'attends ce document. Mais au bout de 8 mois, j'ai toujours aucune nouvelle. Entre-temps, je me suis présenté aux élections présidentielles. J'ai subi toute une manipulation du système constitutionnel qui a fait figurer mon nom en dernier, seulement 15 jours avant que ça ferme. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient même pas choisir mon nom pour me donner au moins les 500 signatures qui me permettaient de parler au peuple français. Et donc, je dénonce aussi ce Conseil constitutionnel, je dénonce les magouilles. Vous avez demandé à certains présidents des régions de prévenir tous les maires, vous avez interdiction absolue de donner votre signature à ce monsieur, car dans ce cas-là, on vous supprime toutes vos subventions. Et je découvre tout le système, comment il fonctionne.
Et pourquoi les maires ne peuvent pas donner leur signature à qui ils veulent, et pourquoi, de toute façon, le système lui-même est vérolé de A à Z. Et je pense que tout le monde l'a vécu en voyant un mec complètement nul intellectuellement, nul à tous les niveaux, moral, etc., qui se retrouve réélu en 2022. Mais bon, ça c'est autre chose. Toujours est-il que je termine cette campagne de publicité, enfin de participation à ces élections présidentielles, et en voyant comment ça se termine, je suis dégoûté et je rentre chez moi. Je rentre chez moi, donc en Espagne, et je retrouve à peu près ma vie normale. Et là-dessus, j'apprends récemment que, et je l'ai appris tout récemment, que du fait que je ne répondais plus à leur convocation et que je ne répondais plus aux exigences qu'ils m'avaient données, qui étaient de signer au commissariat toutes les semaines ou quoi, à partir de ce moment-là, c'est indiqué comme une évasion. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça veut dire. Quand on parle d'évasion, vous imaginez le mec en train de s'échapper de sa cellule, de monter les murs, de s'évader. Non, ils appellent évasion quelqu'un qui n'a pas été signé à la date qu'on lui a indiquée. C'est-à-dire qu'on veut vous tenir en laisse comme des petits chiens. Vous ne devez plus bouger de là et vous devez signer à telle date. Mais bon, je ne suis pas un gamin, donc je rentre chez moi et je mène ma vie normale. Jusque début mars 2025, c'est-à-dire donc là, il y a très peu de temps, où en février, je prends rendez-vous à l'Élysée en demandant un rendez-vous concret avec M. Macron, que vous avez, beaucoup de gens ont vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens parlaient, le président légitime va rencontrer le président illégitime, enfin voilà. Beaucoup de gens ont fait ces comparaisons sur le réseau, on en a beaucoup parlé. J'avais rendez-vous le 10 mars à l'Élysée avec Macron. J'avais d'ailleurs invité à participer avec moi Mike Borowski, que beaucoup de gens connaissent aussi sur les réseaux sociaux, ainsi qu'un huissier et, bon, et une autre personne. Et donc, rendez-vous est pris au Surcouf, qui se trouve juste à côté de l'Élysée, pour qu'on puisse aller à pied directement. Et on se donne rendez-vous là. Et je quitte l'Espagne, je viens en France pour aller à ce rendez-vous. Et le rendez-vous a été confirmé 3 fois, par 3 courriers. Et le 6 mars, je prends la route pour monter sur Paris et la police m'avait surveillé, repéré avec toutes les techniques modernes de localisation des téléphones, etc. et procède à mon arrestation avec une façon de faire qui est à peine imaginable. Imaginez un braquage sur la route. C'est-à-dire que vous êtes tranquillement en train de rouler vers Paris, vous avez rendez-vous avec Macron, et sur la route, vous avez une bagnole qui pile à mort juste devant vous, donc qui vous oblige aussi à freiner, 2 autres bagnoles qui arrivent par derrière, qui vous bloquent la voiture, tous les mecs qui sortent en même temps à toute vitesse avec des revolvers et qui vous mettent en joue, prêts à tirer. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas si c'est des voyous, si c'est des flics, qu'est-ce qui se passe. Et là, ils vous sortent de la voiture avec une brutalité, une violence à peine imaginable. Il faut vraiment voir les films pour voir et imaginer comment on peut vivre et avoir vécu ça. Et donc, là-dessus, ils m'arrêtent, soi-disant pour évasion, parce qu'ils considèrent une évasion que je n'ai pas été signé à leur commissariat en 2002, lorsque j'ai été remis en liberté provisoire. Et j'attends toujours ce procès, et je croyais attendre ce procès, quand ils m'arrêtent de cette façon-là, et me remettent en prison. Et cette fois-ci, encore une fois, pendant 3 mois, pour, à la fin, et alors là, vous allez exploser de rire, à la fin de ces 3 mois, font un réquisitoire définitif, donc c'est définitif, c'est clair, c'est bien dit, signé par le même procureur véreux, le petit Éric Neveu, qui écrit clairement « J'ai menti, j'ai inventé cette histoire pour le mettre en prison, mais il reste quand même que est apparu sur son site web cette circulaire qui a gêné beaucoup de gens. » Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors bien sûr, après, il le tourne à la formule juridique. À la formule juridique, ça donne « Il est accusé ça, mais il y a non-lieu
pour les accusations d'avoir acheté des armes, etc. Et par contre, c'est très grave, il a tiré la langue. Et là-dessus, donc, ils me disent que je suis en attente de procès encore une fois. Et me remettre en liberté, encore une fois, liberté provisoire. Donc j'ai le droit d'être dehors, mais en étant en prison, sous condition. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de bouger d'un village dans lequel ils m'ont placé en Charente, qui est, par chance, grâce à la générosité d'un de nos membres qui a offert son hospitalité. Je suis logé chez lui, je n'ai pas le droit d'en bouger. Je n'ai pas le droit de quitter le département de la Charente. Je n'ai pas le droit de faire de conférences. Et je dois rester totalement bloqué ici, à leur merci, quand ils veulent. Ils peuvent me prendre quand ils veulent, ils peuvent me faire assassiner quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et l'avantage pour eux, c'est que ce temps que je suis emprisonné à domicile, consignation à domicile, tout ce temps-là n'est plus comptabilisé comme de la prison déjà faite. C'est considéré que je suis en liberté. Une drôle de liberté, vous allez me dire. Alors voilà, je vous ai raconté toute mon histoire juridique. Vous connaissez toute mon histoire, réellement, complète, tout confirmé et tout par écrit que j'ai affiché sur mon site web, que vous pouvez aller voir toutes les accusations complètement fantaisistes que j'ai subies. Vous pouvez voir tout ça. Et tout est visible et tout est clair de mon côté. En revanche, leur manipulation, les magouilles de ce procureur, etc., entre-temps, ils l'ont déplacé, donc il n'est plus là, je l'aurais plus au procès directement devant moi. Et donc, toute cette affaire reste pendante. Et donc, lorsqu'il me libère finalement quand même, mars, avril, mai, juin, lorsqu'il me libère le 11 juin 2025, donc il y a très peu de temps, il me libère avec l'obligation de rester à ce domicile, interdiction de quitter la Charente, et en me disant à ce moment-là, comme il y a eu le réquisitoire définitif, l'affaire est terminée, elle est close, vous serez convoqué pour un jugement, certainement septembre ou octobre. Aujourd'hui, quand je vous fais cette vidéo, on est déjà le 2 décembre, je n'ai aucune nouvelle. Sinon qu'ils me mettent une obligation de faire 80 km chaque semaine pour signer dans un commissariat éloigné d'ici, où je dois aller signer chaque semaine, sinon je suis considéré évadé et remis en prison. Et j'ai la chance d'avoir une dame qu'ils l'ont nommée, qui est suivie judiciaire, je ne sais pas quoi, qui est chargée de me retrouver du travail, qui est chargée de ma réinsertion. J'ai 71 ans, ça fait longtemps que je suis à la retraite. Ils m'ont bloqué toutes mes ressources, ils m'ont pillé tous mes biens, je n'ai plus rien. C'est simple, je n'ai vraiment plus rien. Je suis à la rue complètement, je suis SDF maintenant. Et en faisant de moi un SDF, et en retardant au maximum le procès, ils se permettent de me garder en prison en permanence. Je n'ai pas le droit de bouger de chez moi, je ne peux pas aller voir mes enfants, je ne peux pas rentrer chez moi, je ne peux rien faire, je dois rester ici en permanence, sous menace permanente d'être remis en prison. Et ce petit jeu, ils vont, à mon avis, essayer de le faire durer le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour m'empêcher de participer aux prochaines élections, car ils savent que j'ai la possibilité de le faire. Ils savent, et au-dessus d'eux, surtout, ils le savent. Quand je dis au-dessus d'eux, c'est pas Macron, hein, c'est au niveau Washington, c'est à un autre niveau. Ils savent pertinemment que le système que j'ai trouvé par une sorte de révélation au cours des années, de ce système qu'on appelle la démosophie, un système qui utilise l'intelligence collective, donne des résultats très largement supérieurs, interdirait toute forme de corruption, interdirait toute forme comment dirais-je, de pédocriminalité, tous ces crimes qui se commettent actuellement et partout, pas seulement en France. Et qu'en plus de ça, ça risquerait de se répandre. Si la France déclenche ça, ça va se répandre dans le monde entier. Et ils ne pourront pas l'empêcher. Ils savent qu'ils ont une menace au-dessus de la tête. C'est pour ça que ils vont essayer de m'éliminer. C'est évident pour eux. C'est la normalité. Ils ne peuvent pas permettre que tout d'un coup les peuples se libèrent. Or, la démosophie libérerait totalement ce peuple français, mais aussi les autres peuples, très vite. Donc, je vais en arriver maintenant au dédommagement que je réclame.
quand on a été accusé à tort, emprisonné, quand on a subi tout ce que j'ai subi, on est en droit de réclamer un dommage, des dommages. Alors, bien sûr, ils vont essayer d'inventer n'importe quoi, de justifier le temps que j'ai déjà fait de prison. Enfin, toutes les, toutes les astuces, ils les ont, c'est la République. Donc, leur secte sait gérer ce genre de situation pour dédommager le minimum les gens, etc. Mais, en l'occurrence, là, il faut que je réfléchisse à cela. Dans un premier tribunal, il y a eu un tribunal de la common law, donc un tribunal qui est juste. C'est un tribunal international, c'est l'ICCJV, donc le tribunal international de Vienne, qui a déclenché un premier procès et qui a condamné ce procureur. Et donc qui déjà, de toute façon, exige que ce procureur me rembourse au moins 100 000 euros pour tous les frais, ce qui est très peu, mais bon, au moins, déjà, il est condamné. Mais comme la France refuse de considérer le droit international et de l'inclure en plus dans la justice française, ça n'a aucune valeur. Alors, je réfléchis, qu'est-ce que je dois réclamer comme dommage? Et j'en ai conclu que Macron lui-même, pour crime de lèse-majesté, c'est-à-dire uniquement pour des gens qui ont fait des vidéos qui mettent en cause qui il est. On ne l'a pas menacé, on ne l'a pas maltraité, on ne l'a pas mis en prison. Et pour ça, il réclame 50 millions de dollars par la justice américaine et qu'il va prendre sur l'argent qu'ils nous volent, qu'ils volent aux Français. Sans compter que ces gens-là parlent par centaines de millions. Il faut 200-300 millions pour l'Europe, il faut 200-300 millions pour rééquiper l'Ukraine, il faut des centaines de millions par-ci, des centaines de milliards par-là. Et ça, c'est la façon de penser de ces gens-là. Parce que pour qu'ils puissent tirer leur commission qui se chiffre en centaines de millions, il faut déjà parler de milliards. Et donc ces gens vivent en milliards. Mais juste pour un crime de lèse-majesté, réclament 50 millions de dollars. Alors, moi, pour un crime nettement plus grave, je réclame 50 millions de dollars, donc ça fait environ 44 millions d'euros, mais en plus, je réclame ces 44 millions pour le crime réellement commis. Or, ce crime, quel est-il? Eh bien, le fait d'avoir empêché la publication de mon livre, le fait d'avoir empêché ma conférence, le fait de m'avoir interdit de prévenir les gens. Combien de gens sont morts déjà des injections? Combien ont des défaillances pour toute leur vie? Combien de sportifs en sont morts? La mortalité de cette opération Covid est déjà gigantesque. Ajoutez à cela encore tous ces médecins qui essayaient de sauver leurs patients et autres, qui ont été interdits par le Conseil de l'ordre et qui ont été interdits d'exercer. Ajoutez à eux tous les biochimistes, les biologistes, tous ces gens qui ont été virés ou interdits d'exercer pour empêcher leur poison de fonctionner. Eh bien, je réclame 44 millions d'euros pour pouvoir, de toute urgence, soigner ces gens et permettre que tous ces vrais médecins qui se sont opposés à cet empoisonnement et qui ont refusé d'y participer, que tous ces vrais médecins puissent retrouver leur honneur, leur dignité, l'argent dont ils ont été privés pendant ces 4 ans et retrouvent tous leurs droits. Et pour cela, donc, je crée une fondation qui va utiliser cet argent pour que tous ces médecins puissent à nouveau participer maintenant à sauver tous ceux qui sont encore vivants. Car tous ces gens, de toute façon, auront un jour ou l'autre, car le poison est bien pensé. Il est pensé pour qu'il n'y ait aucun effet direct du poison. L'effet direct n'existe pas. Le système, c'est une destruction de votre système immunitaire. Et donc, c'est toujours d'une autre maladie dont vous allez mourir. Ce sera une myocardite, ce sera une péricardite, ce sera une fibromyalgie, mais ce seront des souffrances abominables que vont subir encore des millions de gens et sur toute la planète. Alors, il y a besoin des vrais médecins. Il y a besoin de ceux qui vont vraiment se dévouer au bien. Et donc, je réclame 44 millions d'euros de dommages et intérêts de tout ce que j'ai subi. Et par rapport à ma vie,
j'estime que c'est très peu. De tout ce qu'ils m'ont pris, de tout ce que j'ai sacrifié, c'est très peu. Et je veux retrouver ma vie d'avant, et je veux pouvoir participer à ces élections, et je veux pouvoir obtenir les signatures, et je veux pouvoir m'adresser au peuple français dans son entier, et à lui dire toute la vérité. Voilà, cette vidéo a été très longue, j'espère que les pop-corns sont bien passés, que vous avez quand même pu apprécier tous ces propos et à leur juste valeur, et que vous comprenez qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on finance nos médecins, nos associations qui protègent toutes ces victimes et qui les défendent. Il faut absolument maintenant remettre notre pays en ordre. Et ça commence par procéder à l'arrestation des criminels. Et l'arrestation des criminels, ce ne sont pas que les pédocriminels, les adeptes du satanisme. C'est pas que cela. Ce sont ces gens qui essayent de se présenter dans une illusion, on est des gens bien, on a un beau costume, etc., et qui sont des crapules finis, comme ce petit procureur Éric Neveu, qui est bien connu dans sa prison, ça je l'ai appris par les autres, qui est bien connu pour être un psychopathe sadique, et bien connu pour cela, et que tout le monde connaît, reconnaît parfaitement. Et donc, il ne faut plus que ces gens existent, il faut changer le système judiciaire, et tout ça est prévu dès la mise en place de ce Conseil national de transition. Dès sa mise en place, toutes ces manipulations seront terminées, tous ces crimes seront immédiatement arrêtés. Il ne nous manque qu'une seule et unique chose. Il nous manque un colonel d'armée intègre, pas franc-maçon, pas corruptible, et un véritable colonel ayant quelques collègues, ayant le pouvoir et prêt à se mettre sous les ordres de ce Conseil national de transition qui lui donne immédiatement l'ordre d'organiser l'arrestation des principaux criminels. Ça devrait être naturellement le rôle de toute police, de toute gendarmerie, ça devrait être son rôle normal de procéder à l'arrestation des criminels. Quel pire crime que la haute trahison? Quel pire crime que le pédosatanisme, la pédocriminalité? Quel pire crime que tout ce qui s'est passé par ces gens-là qui abusent leur peuple, trahissent leur peuple, trahissent leur nation? Quel pire crime que ceux qui ont été commis par ces gens tout récemment? Alors on attend avec impatience le colonel qui aura les tripes et quelques relations pour mettre en place cette structure et en finir avec cette folie. Voilà, je l'attends.